Sur cette expo, beaucoup d'images sont assez violentes, où montrent la mort de très près. Comment vous travaillez dans ces situations, en fait? C'est toujours délicat de montrer des scènes crues. C'est un vrai souci en tant que photographe que de pouvoir montrer cette crudité, cette violence faite à l'autre, tout en étant le plus respectueux possible vis-à-vis de la personne photographiée. Donc c'est vrai, c'est un cas de conscience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus suggérer, c'est montrer effectivement la violence de ces actes, mais ne pas tomber dans le pathos ou le morbide. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et y a-t-il une difficulté ensuite pour publier ces photos? Est-ce que les magazines sont réticents pour publier des photos un peu plus violentes, sanglantes Je pense que c'est pas ça qui les gêne. Les magazines ont l'habitude de survoler, de tout survoler, de façon extrêmement superficielle. Quand ils envoient leurs journalistes, ils les envoient 2 jours, 3 jours, 4 jours sur une situation qui en général ils ne connaissent pas. Donc en fait, ils ne ramènent que des clichés. Alors quand tu travailles sur un projet sur du long terme, tu approfondis de plus en plus, tu comprends de plus en plus la situation. Et ils sont complètement désarçonnés face à l'ampleur du travail, parce que ça ne reflète pas ce qu'ils avaient, eux, dans leur imaginaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus tu approfondis un thème, et plus c'est difficile de le publier dans la presse. Vous pensez qu'il y a des pays qui sont plus réticents ou, par exemple, est-ce que la France est réticente? On parle à beaucoup de photographes, ils nous disent et dans des magazines comme Le Monde 2, Paris Match seront plus amènes de publier ce genre de travail que de magazines aux États-Unis La presse nord-américaine, moi je ne la connais pas véritablement. En ce qui concerne ce projet, de toute façon, moi ça c'est un résumé de 2 ans de travail. Le projet n'est toujours pas terminé, moi j'y retourne fin octobre. Mais au niveau de la presse française, moi pendant 2 ans j'ai bloqué ce travail. Je n'ai pas voulu que l'agence Vue puisse le diffuser. Parce que pour moi il n'y avait pas encore de cohérence suffisante. Ça représente 5 voyages de 3 mois chacun. Et je ne voulais pas justement que ces photos puissent être utilisées comme des photos clichés. Donc j'attendais à ce qu'il y ait une véritable cohérence dans cette histoire pour la publier. Il se trouve que dans une semaine ou 15 jours, il y a VSD, un magazine français, qui devrait le publier. Mais c'est toujours pareil, c'est une espèce de portfolio. Et je remercie le directeur de la photographie de s'être battu pour le publier. Mais il n'y a pas de texte de fond, il n'y a pas d'analyse. Leur maquette fait que ce ne sont que des grosses légendes. Donc même au niveau du texte, ce n'est qu'un survol. Et au final, ce ne fait que du cliché aussi. Mais malheureusement, on n'a pas on ne peut pas tout décider, nous. C'est très difficile de contrôler ce qu'on publie de nos travaux. Mais ça nous permet au moins de pouvoir retourner là-bas et pouvoir continuer à travailler. Pour retourner un peu sur le sujet même, le titre c'est l'autre guerre. Vous disiez que c'est en rapport avec le conflit armé. Le conflit armé. Est-ce que ce genre de conflit interne est un peu occulté par tout ce qui se passe dans le monde, la guerre contre le terrorisme ou la mort de Michael Jackson, ce genre de choses?
Écoutez, un exemple très simple. Ce reportage devait être publié cette semaine, justement, dû à l'actualité du festival. Et il a été repoussé parce que Ted Kennedy est mort. Donc évidemment, le people privé, c'est beaucoup plus vendeur que ce type de thématique. Que faire? Comment pouvons-nous lutter contre ça? C'est pas nous n'avons aucun pouvoir de décision. Et le festival Visa pour l'image en lui-même, est-ce que vous pensez que ça a toujours sa place, c'est toujours important pour les photographes, pour le photojournalisme en général? Bien sûr, non seulement c'est une vitrine pour nous, mais c'est aussi la possibilité de montrer beaucoup de choses que la presse ne montre pas. Et effectivement, le fait d'être photojournaliste, nous, ce qui nous intéresse, c'est raconter des histoires, mais que ces histoires soient véhiculées, soient connues et reconnues. Et malheureusement, très souvent, l'unique espace, ça peut être des festivals comme celui de Visa pour l'image. Parce que la presse est de plus en plus frileuse, paye de moins en moins, et au final, il y a de très bons reportages photographiques qui n'ont jamais été publiés. Et c'est dramatique. Alors tout le monde le dit, dans la presse, tout le monde crie au secours, mais aujourd'hui, la majorité des canards ont passé des contrats avec des grandes agences de presse, et donc ne font plus de commandes, n'achètent plus de reportages qui ne font pas partie de ces agences de presse, et donc on a de moins en moins de supports susceptibles de publier nos travaux. Il y avait le président de l'agence Seven qui disait que maintenant ça serait plus travailler avec des partenariats avec des organisations ou des compagnies qui financeraient, qui seraient publiés par l'agence elle-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir travailler sur du long terme, sur des projets, en ce qui me concerne, en tous les cas, j'imagine que pas tous mes confrères sont dans ce cas de figure, mais c'est pas eux qui me le financent, c'est pas grâce à mes publications que je peux repartir continuellement sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il faut trouver d'autres possibilités. Et effectivement, les ONG, ça peut être une possibilité. Dans ce cas de figure, par exemple, moi, il y a une ONG locale qui m'a aidé financièrement, qui me permet au moins de me payer mes billets d'avion. Donc c'est déjà beaucoup. Et en fait, quand je commence un projet, je me pose toujours deux questions. C'est pourquoi, pour qui? Pourquoi? Je pense que j'ai répondu un petit peu. Pour qui? Alors évidemment, si la presse ne publie plus ton travail, comment tu peux informer? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir rendre tout ce que j'ai fait aux gens qui m'ont offert leur image, qui m'ont offert leur témoignage. Et en quoi ce travail peut être d'une utilité dans le pays. Donc là, on est en train de préparer tout un énorme projet qui serait d'en faire un livre à base de photographies et de témoignages, accouplé à un cahier pédagogique pour pouvoir le distribuer dans toutes les écoles du pays, pour essayer de faire un travail de réflexion auprès des jeunes, auprès des enfants. Parce que je pense que tant que la société guatémaltèque, et notamment les enfants qui sont ceux qui risquent d'intégrer ce type de gang, doivent faire un travail de réflexion pour pouvoir ensuite faire un travail de prévention. Parce qu'un jeune qui intègre un gang à 8-10 ans n'a pas conscience de ce qui va lui arriver. Et comme je te le disais, ce sont des jeunes qui n'ont pas de référent masculin, paternel, qui n'ont pas d'exemple. L'État n'en est pas un, puisqu'ils sont tous corrompus. Donc le seul héros que le jeune a, c'est le chef de gang qui est au coin de sa rue. Et il veut être comme lui. Il a du pouvoir, il a de l'argent,
il a des femmes, et c'est tout ce qu'il voit. Sauf qu'une fois que tu intègres un gang, il n'y a plus de marche arrière possible. Donc ça sera de toute façon soit la prison, soit le cimetière. Et ce sont ces enfants qu'on doit sauver aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi.